Bonjour, rebonjour, bienvenue à partie 2. On niaise pas, on décolle ça tout de suite. Tom répond oui, absolument, chaque homme politique, chaque chef d'État est placé là délibérément pour servir le porte-parole et ainsi façonner le récit ou promouvoir un programme qu'il défend depuis longtemps. Et je dois dire que lorsque nous avons envoyé la lettre à Trump, pensant qu'il allait nous aider et qu'ils étaient quelqu'un de bien, j'ai honnêtement négligé de me renseigner sur son oncle. Son oncle a une longue carrière derrière lui et a travaillé pour la CIA, qui est une entreprise privée des Rothschild, bien entendu, au début des années 40. L'organisation Trump, la lignée familiale, existe donc depuis très longtemps. Et honnêtement, je croyais que Trump lui-même serait différent. Mais après quelques recherches et en découvrant tout cela, on apprend parfois au fur et à mesure qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. L'oncle scientifique de Trump, la momie et le projet Trombone. C'est Kim qui parle. Son oncle a été recruté dans le cadre du projet Paperclip. C'était un physicien quantique qui travaillait sur un programme sous la direction de Langley. Langley, c'est en Virginie, je me trompe pas. Dans une immense base souterraine qui s'étendait du Pentagone à Georgetown, en passant par Langley et tout Washington, D.C. Il semble bien que c'était une base SSP. L'activité y est actuellement réduite, mais c'était un complexe gigantesque. Une partie de cette base est liée aux opérations du Black Sun, le Soleil Noir. Et l'une d'entre elles est d'ailleurs liée à ce qui se passe ici. Et même à moi, à l'opération qu'il mène là-bas. Si vous avez vu les films Jason Bourne, notamment le troisième où l'acteur n'est pas le même, mais où l'on évoque un programme de conditionnement mis en place dans le cadre d'un projet spécial appelé, par coïncidence, Projet Great Stone. Sachez que ce programme serait lié à votre huitième plan d'existence. Et dans le troisième film qui change d'acteur, c'est Jeremy Renner qui joue le rôle de Bourne dans le 3. Je suis pas mal sûr que c'est ça à 100%. Parce que je suis très très au courant de tout ça. Toute ma vie, je me suis renseigné pour ce qu'on vit présentement. Mais je le savais juste pas. Je savais juste pas que c'était pour ça. Ma vie t'est écrite d'avance, là. C'est incroyable, là. Tom, est-ce que ça a aussi un rapport avec la matière cérébrale dans votre tête? Kim, en partie oui. Ils doivent aussi prendre des pilules tous les jours, à vie. Certains essaient d'arrêter, mais leur santé se dégrade rapidement et leur corps se met à dysfonctionner. Je ne sais pas s'il existe différentes versions, mais elles sont réservées à leurs agents les plus gradés. Je vous en parle parce qu'il y a une personne qui dirige ce programme, et je connais son nom de code, on l'appelle la momie, parce qu'il est très âgé et qu'il est arrivé pendant l'opération Paperclip. C'est lui qui a développé ces programmes. Man, toi donc, toi. En fait, là, c'était Great Stone qui était écrit, mais dans le Jason Bourne, c'est Threadstone. Je m'en souviens comme c'était hier. C'est le projet Threadstone. Thread, avec un T, Threadstone. Parfait. Il y avait une erreur de frappe dans le texte, là, j'ai comme allumé une couple de secondes après. On pourrait donc dire très probablement que les séquelles familiales restent familiales, car nombre de ces scientifiques étaient impliqués dans les programmes nazis de modification génétique et dans les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. On peut dire qu'ils ont mené de nombreuses expérimentations sur différents types d'humains, notamment pour créer ce qu'ils appelaient l'humain parfait. Pour eux, l'humain parfait est celui qui peut être rempli d'une quantité maximale de matière noire ou qui peut recevoir un implant de vril par l'œil. Les vrils sont très fidèles et apprécient le vril, mais avec un médicament anti-rejet. C'est parfois à cela que servent ces pilules, mais cela pourrait modifier complètement votre patrimoine génétique pour soi-disant vous rendre plus intelligent. Ce n'est pas lié à la source, cela vient d'ailleurs, et je plains ceux qui ont pris ces substances. La première génération de ce truc, ce médicament à la Jason Bourne, date des années 70. S'il en reste encore des survivants, ils ont probablement au moins 60 ou 70 ans. Mais il y a eu d'autres générations qui ont modifié la recette. Une personne que je connais qui a pris ce truc, c'est celle qui m'a invité ici, dans cette zone, c'est-à-dire la zone sécurisée du Rango. Son nom de famille était aussi Johnson, et j'ai souvent parlé des Johnson. C'est comme ça que j'ai appris que selon le secteur du SSP, Programme spatial secret, ou les 15 armées auxquelles ils appartiennent, les agents qui reçoivent ce type de programme d'amélioration sont majoritairement affectés. Je sais aussi que mon contact de l'époque travaillait pour Umbrella Military Corp. La Umbrella Corp des films Resident Evil. Tout est vrai là-dedans, là. C'est ça qu'ils voulaient nous faire, ces hosties de rats-là. Dieu merci, ça n'arrivera pas. Car le créateur, la source, en fait, en sorte que ça n'arrive pas.
Bon, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Donc, moi, j'étais rendu à Umbrella Military Corp. Il m'a donné beaucoup d'informations. Les gens se disent, oh mon Dieu, tu as eu un contact. Alors, quel est le rôle d'un contact? C'est une personne qui interagit avec vous. Elle peut aussi interagir avec d'autres services de l'anglais, mais ça ne la concerne pas directement. Elle fait beaucoup de choses différentes pour beaucoup de gens différents. Avant, elle rendait compte directement aux familles de l'Ordre du Dragon et du Soleil Noir. Ce sont les vrais agents. Il m'a raconté un... Il m'a raconté son séjour dans un centre sous Fort Bragg. On lui a remplacé tout le bras par une prothèse cybernétique. À première vue, c'était imperceptible, à part le sens de la peau. C'était dans les années 80, et le fait que des humains, surtout des soldats, soient amputés est absurde, car ils font ça à leurs élites depuis des années. Il m'a parlé d'autres manipulations cybernétiques qui lui ont fait au fil des ans. Et c'est lui. J'ai donc une expérience directe avec Umbrella Military Corp. Une période de plus de 6 ans, avec des contacts physiques intermittents. Son supérieur direct était un général de brigade, programmeur du système Bravo, l'ancien système de renseignement de Langley. Il travaillait directement dans la zone restreinte de Langley avec la momie. Et là, on parle pas de la momie, là, avec Brandon Fraser, bien entendu. Petite touche d'humour. C'était Langley 5, et son prénom était Jeff. Voilà comment ma relation avec mon agent de liaison s'est instaurée, et comment je suis arrivé ici à Durango. Après qu'il m'ait expliqué pourquoi je voulais venir à Durango, que Durango était une zone, et comment fonctionnait le système des zones. Je suis venu, je me suis dit que si les choses tournaient mal avec ces gens, je serais toujours dans une zone de sécurité, et que ni lui ni personne d'autre ne pourrait rien me faire. J'ai donc appris pendant quelques années auprès de ces personnes. J'ai posé beaucoup de questions et j'ai appris. Pour être clair, quand je dis que l'oncle de Trump travaillait pour l'anglais, c'était dans un rôle très similaire à celui de l'homme que j'ai décrit comme la momie. Lettre de Kim à Trump concernant l'ouragan Michael. C'est Kim qui parle. Parlons maintenant rapidement On reprend ça. Bois de l'eau, c'est dans la deuxième vidéo, j'ai du temps. Parlons maintenant, c'est Kim qui parle bien entendu. Parlons maintenant rapidement d'une autre lettre concernant l'ouragan Michael. Il s'agissait d'un plan structuré de reconstruction et d'aide d'urgence remis à Trump. Tom, vous l'avez également transmis par l'intermédiaire de ses collaborateurs. Comme vous pouvez le constater, nous avions un plan précis pour la situation actuelle et un autre pour les situations futures. En cas de catastrophe naturelle aux États-Unis, nous disposerions de centres d'accueil pour transporter les sinistrés vers des logements temporaires et fournir tout le nécessaire, matériel de construction, générateurs, etc. Bref, tout ce qui est indispensable lors d'un ouragan majeur. La deuxième chose que vous pouvez voir sur cette lettre de 2018, c'est un programme appelé Programme de legs présidentiel. Chaque président aime laisser une trace. Le programme autoroutier d'Eisenhower, pour ne citer qu'un exemple, et l'Obamacare d'Obama, ils aiment tous laisser une trace, un héritage qui perdure aux États-Unis. J'ai donc créé un programme de legs appelé Trump Care, qui consistait à construire tous les centres d'aide aux victimes de catastrophes naturelles. Il faut savoir qu'au moment où il a reçu cette lettre, j'avais déjà bien sûr débloqué un budget. Il savait donc que j'en avais les moyens. J'avais déjà accordé des fonds d'urgence à plusieurs reprises. Nous avions eu plusieurs problèmes avec le Trésor américain. C'est pourquoi cette lettre avait également été envoyée directement. Et c'est assez curieux, non? Premièrement, si vous vivez en Floride, vous savez qu'aucun des fonds débloqués ici n'a servi à financer des secours pour la population pendant les ouragans. Mais peu de temps après, en pleine pandémie, nous avons lancé le National Care Act. Voilà la réponse apportée à la crise de la pandémie. J'imagine donc que l'ouragan n'était pas un projet suffisamment important pour laisser un héritage durable, ou que le fait d'aider systématiquement tous les citoyens américains lors de catastrophes naturelles n'était pas suffisant. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Je vais vous montrer la lettre. Parfait. Celle-là, par exemple, j'ai pas de copie de cette lettre-là. J'ai la première copie, la première lettre du dessus, mais celle-là, je ne l'ai pas. Donc, je vais stocker ça dans mes dossiers. Je vais tout pas à perdre. On poursuit ça. C'est toujours Kim qui parle, bien entendu. J'ai toujours d'autres lettres et correspondances avec eux. Et Tom, tu en as beaucoup aussi. Même récemment, ces dernières semaines, ils appellent encore de temps en temps pour savoir si on veut collaborer ou avoir une
quelconque relation de travail. Mais non, on n'était même pas prêt. On était même prêt à payer les avocats pour qu'ils fassent l'annonce. Ils ont amassé des milliards en honoraires d'avocats. Je crois que c'est juste de le dire. Tom, non? Tom, c'est Tom qui parle. Il a fait appel à plusieurs cabinets d'avocats car il a changé plusieurs fois sans succès. Et il n'a jamais payé. Il a donc engagé un nouveau cabinet en leur promettant de l'argent, soit en utilisant son propre argent, soit en leur accordant d'autres avantages. Une fois réélu président, il avait donc plusieurs cabinets d'avocats. Kim, donc il n'en a jamais payé aucun. Tom, à ma connaissance, non. C'est-tu un astuce de crosseur, pareil? Chut, je suis pas supposé sacré. C'est supposé être poli dans ce que je dis. Écoute, là, il me pue tellement au nez, là, M. Von Kempf. Là. Bon, à ma connaissance, non, c'est Tom qui parle. Peut-être grâce aux dons des pauvres qui ont gaspillé leur argent durement gagné pour des inepties comme ceux versés à Trump. C'est-tu un nasty de crosseur pareil, tabarnak? Comme toi, Ben, prends-toi une gorge d'eau. Bon, Kim, du coup, on a proposé de régler la facture en retard pour faire les choses correctement. Ils ont dit qu'ils le feraient après le début de l'année. Donc, n'importe quand serait parfait. Bon, passons à autre chose. Document de Kim concernant le plan de financement sur 10 ans. J'ai publié une liste de financement sur le groupe Telegram United Network datant de 2012. Cela concerne le plan de financement décennal des États-Unis. Et d'autres pays figurent également. Cependant, l'accent était mis principalement sur les États-Unis. Il y a quelques semaines, j'ai évoqué le fait qu'on commençait tout juste à découvrir cette information. J'ai également mentionné récemment que les généraux venaient de comprendre que tout l'argent transitant par le système Oméga lors des accords pendant la période sombre circulait d'alpha vers Oméga, le alpha le astral supérieur, Oméga le bas astral inférieur, qui, soi-disant, le bas astral Oméga n'existe plus, et le alpha supérieur a été greffé à l'IO Golden Age de Kim Gogan, qui va remplacer le système financier en destruction qu'on connaît présentement. Parfait, on poursuit. Puis il ressortait. Et l'ont donc découvert il y a 2 semaines. N'est-ce pas, Tom? Bon, ok, ça n'a pas d'allure. Bon, ok. Bon, ça c'est la même lettre. Donc Tom répond oui. Justement parce que les informations des archivistes et leurs recherches ont montré que de l'argent avait été transféré au Trésor. Et si de l'argent a été transféré au Trésor, de nombreuses questions se sont posées. Cet argent peut-il être utilisé? Et il est autorisé. Il n'a pas été autorisé. Je crois que c'est le terme qu'il a utilisé par la Réserve fédérale. Donc, est-il autorisé? Il n'a pas été autorisé par la Réserve fédérale. Mais toutes les autorisations, les données, les codes et tout ce qui était nécessaire pour que l'argent soit actif étaient disponibles. Pourtant, ils ont choisi de ne pas l'utiliser. Très probablement parce qu'on leur a menti et qu'ils attendaient des directives de la Réserve fédérale. Or, les responsables de la Réserve fédérale sont arrogants et n'allaient pas dire, bien sûr, vous pouvez utiliser l'argent. Maintenant, c'est Kim qui parle. Et puis, il y a les agents qui dirigent le département du Trésor en coulisses. Cet incident précis remonte à 2012. Ils ont découvert, en remontant à cette époque, que le système Oméga ne conservait de l'argent que parce qu'il provenait d'Alpha. Ensuite, tout le monde a commencé à appeler Tom et voulait devenir son meilleur ami. Ce serait charmant de parler à Kim. Tu te souviens de ma déclaration aux infos? Ce qu'on ignore, c'est que ce financement était en réalité une demande du Pindar de l'époque. L'ordre ne recevait jamais d'argent sans la présence du responsable du système Alpha. Mais à ce moment-là, j'étais déjà connu des services de renseignement, grâce à mes nombreux voyages en Russie, en Chine, en Allemagne, en Suisse, à Londres, etc. Ils ont compris que pour obtenir de l'argent, ils devaient me contacter. Le Pindar de l'époque était Ferdinand Marcos. C'était pas le président des Philippines, ça, par hasard? Celui qui il avait acheté des trafiquants de drogue par hélicoptère. Puis là, Trudeau, il avait dit, nous autres, on fournira plus d'hélicoptères d'armée à aller aux Philippines. Là. Je me souviens de ce bout-là. Eh, sainte-fesse. Elle connaît un agent, et à l'époque, Tom, tu me l'as présenté. Tu te souviens de celui qui était au téléphone avec eux? C'était un agent affecté à Ferdinand Marcos lorsqu'il était à Hawaï. C'était David. Tom, c'était Darren. Maintenant, c'est Kim qui reparle encore. Et il nous a raconté comment ils ont amené ce fauteuil, le fauteuil doré. Il y a eu une vision du fauteuil doré, celui où tout le monde essayait de cacher son butin en or à Durango.
Ferdinand Marcos serait mort dans les années 1980 à Hawaï. Il aurait également demandé à être enterré au cimetière national d'Arlington, ce qui lui aurait été refusé. On peut se demander pourquoi il a été transporté à Hawaï. Il y a toute une histoire à ce sujet, que j'aborderai dans la partie consacrée à l'histoire véritable. J'ai un témoin oculaire qui l'a vu de ses propres yeux, et il affirme qu'il n'est pas réellement mort. Sa mort a été simulée pour effacer le passé et lui permettre de conserver son titre de Pindar. C'est incroyable, pareil, hein? C'est vraiment des hosties de rats, là. Ces nazis-là, de l'ordre du dragon, l'ordre du Black Sun, l'ordre des Jésuites, l'ordre des Chevaliers de Malte. Il en manque un. L'ordre des Illuminati. Ah, bon. Bon, je t'ai rendu. Je ne sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, mais j'ai personnellement eu des conversations avec cette personne, et je crois personnellement que Marduk entrait et sortait régulièrement de cet homme. Et je pense que cela avait quelque chose à voir avec la cérémonie sur cette chaise, ou du moins avec des transferts de conscience ou quelque chose de ce genre. On sait que Marduk, c'est un Draco, c'est dans la catégorie des lézards, c'est le petit-fils de Anu. Dans le fond, c'était le neveu de Enki Bidenil. Ben ouais, toi. Lettre de Kim à Pindar Ferdinand Marcos en 2012. Attends, je vais montrer la lettre tout de suite. Bon, parfait. Faut que je remonte. Mon texte a disparu. Pour le prouver, j'ai également publié aujourd'hui une autre lettre disponible sur Telegram que vous pouvez lire beaucoup plus clairement. Il s'agit d'une lettre manuscrite personnelle de Ferdinand Marcos adressée. Non, il s'agit d'une lettre manuscrite personnelle que Ferdinand Marcos m'a adressée en 2012. Donc, sur cette lettre-là, Ferdinand Marcos écrit à Kim. Je vais essayer de la traduire aujourd'hui ou demain. Là. Kim, c'est... Mais bon. Ah non, faut absolument que je traduise ça, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Dans cette lettre, il me demande un financement. Ben, on va peut-être l'expliquer finalement. Dans cette lettre, il me demande un financement pour tous les départements mentionnés dans le même dossier, qu'elle a également partagé sur Telegram. Ce dossier liste tous les départements pour lesquels il sollicite des fonds. Il précise que le financement doit être accordé au plus tard le 12 juillet. Quelle coïncidence! Il s'agit en plus d'un budget sur 10 ans. Rien n'arrive par hasard. Et j'ai suivi des études ces 15 dernières années. Avant cela, je menais une vie normale, ou du moins celle que je croyais l'être. Une vie à peu près normale, aussi normale que possible. J'ai toujours eu des dons, mais les choses ont vraiment commencé à changer pour moi entre 2005 et 2007. Cette lettre en est la preuve. Tom, pour info, ton téléphone n'arrête pas de sonner depuis 2 heures. Depuis notre passage à la télé, Langley a bien vérifié l'écriture et confirmé que la lettre provenait bien de cet homme. Il avait aussi des autorisations préalables, car en tant que Pindar, ils auraient dû les obtenir. Voilà qui prouve comment les choses fonctionnaient durant le Moyen Âge. J'avais des accords à respecter et je les ai respectés. J'ai donné mon accord et j'ai exécuté toutes les missions confiées au gouvernement à la demande du Pindar. C'est donc toujours moi qui étais à l'origine des fonds. Mais même si certains rechignent à admettre et se sont... Tabarouette, c'est bien compliqué. C'est donc toujours moi qui étais à l'origine des fonds. Même si certains rechignent à l'admettre et sont très contrariés que j'ai révélé ces informations. Je voulais simplement que chacun sache que les preuves existent. Les aventures de Tom au sein du département du Trésor. Kim, Tom, vous vous êtes également rendu plusieurs fois au département du Trésor en notre nom. Tom, oui. Kim, lequel? Washington DC ou New York? Tom, oui, je suis allé à Washington à quelques reprises, mais surtout à New York. Kim, donc vous êtes entré dans ce bâtiment et vous avez vu l'argent que j'y ai transféré, c'est bien ça? Tom, oui. Vous ne pouvez pas entrer dans ce bâtiment sans que le monde entier sache que vous y êtes allé pour assister à un événement, pour regarder des écrans, pour voir quelque chose ou pour obtenir des informations. Tout le monde est au courant. Kim, et il s'agit bien du 26 Federal Plaza à Manhattan, n'est-ce pas? Tom, eh bien, le 26 Federal est le bâtiment fédéral, mais le trésor est tout près au 526 Federal. Kim, oui, c'est dans le même pâté de maison, dans ce secteur. Il y a un immeuble entier rempli d'agents, un immeuble de surveillance. Tom, oui. Kim, sous ce bâtiment se trouve une installation entière qui s'étend
sous les 2 tiers de Manhattan et qui est géré par le SES. Je sais pas c'est quoi. Ce sont des agents, un échelon en dessous des agents du SSP. Ah, ok. Le SSP, Programme spatial secret. Donc, ça doit être. Bref. Ceux de l'OCIO, bien entendu. SES. Une autre affaire que je sais pas, que je vais faire des recherches. Tom, oui, il y a aussi des centres de connexion, des tunnels souterrains qui relient différents bâtiments abritant des agents de la CIA, de la NSA. En passant, la NSA aussi est une entreprise privée des Rothschild, etc. Manhattan est ainsi interconnecté car c'est une zone d'information primordiale. Ça l'a toujours été, notamment avec le bâtiment de Thomas Street. Une grande quantité d'informations transite par ces centres souterrains, donc rien n'est jamais vraiment sécurisé. Ils savent tout ce que vous faites. Maintenant, c'est Kim qui parle. C'est pourquoi vos actions sont très limitées dans ces installations. Vous êtes surveillé. Vous souvenez-vous de l'arrivée en trombe de la société de sécurité Citadel? Tom, quand je suis entré, ma photo était affichée sur un écran et il fallait présenter une pièce d'identité. Ensuite, il vous surveillait de près. En tant que représentant de l'Agence de renseignement mondial, je venais constater la présence des comptes et le traitement de ces informations très confidentielles. Il vous observait constamment. J'ai effectivement vu l'argent sur les comptes, validé par le Trésor américain, mais nous n'avons jamais pu l'utiliser. Kim, le Trésor a utilisé sa part, mais nous n'étions pas autorisés. Tom, il ne nous laissait jamais rien toucher. Non pas que les fonctionnaires du Trésor soient de mauvaises personnes, mais ce sont leurs supérieurs et les agences qui les manipulent, qui les menacent de licenciement s'ils acceptent quoi que ce soit. En fait, beaucoup de ces manœuvres servent à se protéger, même si la moindre des choses serait de nous payer, de régler nos honoraires, comme cela a toujours été fait. Ils sont simplement menacés de ne pas le faire. Kim, sous l'administration Trump, j'ai payé le budget intégral à 2 reprises. Je suis donc certaine que cet argent était dépensé. Si vous consultez la nouvelle loi CARE, C-A-R-E-S, nous savons maintenant d'où vient cet argent et où il est allé. Vous pouvez donc faire le lien et comprendre ce qui se passe. Comme Tom est un boy scout, il ne fera licencier personne au trésor. Tom a répondu non. Kim, oups, pas tout le reste. Kim, et comme il n'est pas menteur, il ne peut ni confirmer ni infirmer s'ils ont dépensé l'argent ou non. Il s'en tient là. C'est bien ça, Tom? Tom, oui, mon métier, c'est de me faire des amis, pas des ennemis. Se faire des ennemis nous empêche de bien faire notre travail, même s'il y a beaucoup de gens qui occupent ces postes au gouvernement. C'est difficile pour eux car ils n'ont pas les moyens d'agir. Et ça me fait mal au cœur. Du coup, quand il s'agit de leur demande de service, c'est toujours une affaire délicate. Oups. Kim, exactement. Grâce au réseau de Tom et à notre réseau dans son ensemble, je dirais que c'est principalement ici que nous obtenons toutes nos informations. Mon système de renseignement militaire et de gestion des affaires clés est également très performant à ce niveau. Je dis souvent, voilà, ça arrive tout de suite. Combien de temps avant qu'il nous appelle? Tom, presque immédiatement. Kim, alors quand Citadel n'a pas escorté Tom, on reprend ça. C'est Kim qui parle. Alors qu'un Citadel n'a pas escorté Tom en douceur, j'ai dit courez, ils sont au coin de la rue. Tom, la première fois qu'il est allé au trésor, on l'a escorté jusqu'à une voiture qui l'a conduit quelques rues plus loin avant de le déposer. On m'a dit n'entre pas dans ce bâtiment tout de suite. Soit ils essaient de me protéger, soit ils voulaient simplement que je reste à l'écart. Avec le temps, j'ai tissé des liens avec la plupart de ces gens. C'est comme ça qu'on fait. Je suis un bâtisseur de relations. Surtout quand tout le monde veut être payé. On crée des liens et petit à petit, ils sont devenus des associés qui m'ont aidé. Une fois, on a transféré de l'argent et j'ai dû y accéder. J'ai dû courir partout dans Manhattan, escorté par des agents de Citadel, car, car certains étaient devenus mes amis. Ils m'ont accompagné jusqu'à un autre terminal où on pouvait faire le boulot, récupérer notre commission et les payer. Eux et tous ceux qui nous avaient aidés. C'est incroyable parce qu'on est allé dans des immeubles où j'ignorais qu'il y avait des terminaux fonctionnels. C'est un vrai réseau. Rien ne se passe jamais comme on l'imagine. C'était amusant à l'époque. Mais quand ils ont failli me kidnapper, ça c'est Tom qui parle, maintenant l'ambiance est plutôt du genre on sait que vous êtes là pour bien faire et que vous essayez de nous payer, mais on ne peut pas encore. Et c'est toujours la même chose. Ils lui disent qu'ils veulent bien faire, mais ils ne peuvent pas encore. J'en ai marre, on veut juste que ça avance. Précision concernant le CEO. Kim a également abordé une autre question concernant l'OCIO.
ce qui nous a permis d'obtenir quelques explications. L'OCIO, c'est l'armée du programme spatial secret. En fait, c'était l'armée privée de Marduk, avec les 15 sociétés militaires comme Umbrella Corp. Bon, là, c'est Kim qui parle. Pour ceux qui l'ignorent, la NSA est une organisation mondiale. On trouve des sites comme Pine Gap en Australie, Menwith Hill au Royaume-Uni et dans le Maryland. Mais la NSA est une organisation unique qui n'a jamais travaillé pour le gouvernement. Certes, elle se présente comme une agence gouvernementale, mais c'est faux. La NSA travaillait directement pour Marduk. Ça, je la savais pas, celle-là, par exemple. Qui l'a créé. Ah ben, c'est crime. C'est Marduk qui a créé la NSA. C'est pas pour rien, c'est une entreprise privée des Rothschild. Eh bon, ça. Lorsque les États-Unis Lorsque les États-Unis s'en sont mêlés, ils lui ont simplement donné un autre nom, tout comme la Global Intelligence Agent, l'agence de renseignement mondial, qui existe depuis des millénaires, n'a reçu cette appellation que dans les années 40. Je le sais car Marduk a également créé la division ACIO. Ben, regardons ça, c'est ce que je disais. Qui est une branche de la NSA. Ben, regardons ça. Leur mission était essentiellement de garantir l'équilibre dans le cyberespace. Il avait un accès plus large à des éléments comme les tétraèdes en duel que j'ai présenté dans la vidéo sur la finance. Il y avait accès à ces informations et c'est pourquoi ils connaissent l'identité des 15 militaires et les présentent comme des personnes respectables sur leur site web. Je tiens à préciser que... voyons, tabarouette. Ah, les tétraèdes, là, justement, là, il y avait ça dans l'espace, puis la Q-Clock, c'était contrôlé par ça. C'est une intelligence artificielle qui contrôlait la Q-Clock. Donc, c'est totalement des mensonges de l'état profond. On poursuit ça dans notre dernière, parce que la tabarouette, je vais pas faire une troisième partie, mais ça ressemble à ça. Dans notre dernière émission, j'ai parlé de Safe, membre de Monarch et du Shadow Group, deux autres armées militaires dans les 15 de l'OCIO. Ils travaillent avec les deux. Je peux vous affirmer sans hésiter que ce sont pas des gens bien. Voilà qui est la CIO et comment elle s'est formée. Ces dernières années, ils ont constaté de nombreux changements survenus sur Terre, mais personne ne les a écoutés. Beaucoup ont alors fait cavalier seul et sont entrés dans la clandestinité. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes, elles disposaient de nombreuses informations, mais elles provenaient de sources directes, des deux côtés de la barrière. Elles avaient donc un accès à l'information supérieure à celui de quiconque sur la planète, à l'exception peut-être des agents du SSP. Le service informatique de l'OCIO dispose d'ordinateurs compatibles avec le système Alpha, et nous avons eu des échanges directs à ce sujet. Tom, les archivistes ont également un accès direct au service informatique de l'OCIO. C'est bien cela? Tom répond absolument. Kim, avez-vous déjà parlé à l'OCIO? Tom, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Bon, j'imagine qu'il n'a pas parlé. J'imagine que c'est ça que ça veut dire. Kim, que vous le sachiez ou non, nous avons déjà eu des conversations avec au moins un membre de ce que j'appelle leur CEO. Et je ne veux nommer personne car ils sont en quelque sorte entrés dans la clandestinité. Hey, c'est long, hein, cette affaire-là. Il va y avoir une troisième partie, Colin. Tom, la NSA est une unité de protection numérique dont mes relations avec elle s'apparentent davantage à celles... Hey, je crime, je commence à avoir la longue à terre, là. La NSA est une unité de protection numérique, donc mes relations avec elle s'apparentent davantage à celles avec les équipes de cybersécurité du FBI ou de l'armée. Il s'agit de ceux qui surveillent les activités de la NSA, qui contrôlent les opérations du SOCOM en Floride, et ceux qui surveillent Internet en collaboration avec la CIA, l'OCIO et la NSA. Même si j'en ai pas parlé directement avec l'OCIO, je connais son implication auprès de ces groupes, notamment en matière de cybersécurité. Je les connais car, de toute évidence, à un moment donné, Omega avait un accès direct à eux. Ils disposaient d'un accès de sécurité limité, accordé par Marduk, par le Conseil des Neuf, chargé de veiller à l'équilibre de l'univers. Ni lumière ni ténèbres, donc d'un point de vue de cybersécurité quantique, ils possèdent, je dirais, plus de connaissances que quiconque. C'est de là qu'ils tirent toutes ces informations. Ce qui suit fait référence à une vidéo publiée par Lisa Thomas dans laquelle Kim aurait plagié des informations provenant du site web de l'OCIO. C'est complètement faux. Voyons. Kim n'est pas comme ça. Ça, c'est typique de l'état profond de mettre ça sur son dos. Oui, je comprends qu'une femme prétend être leur porte-parole, mais j'ignorais qu'il fallait passer par les médias alternatifs de YouTube pour avoir une conversation diplomatique. Je ne le ferai probablement jamais. Tom, il publie des informations sur leur site web accessible à tous.
Kim, oui, le plagiat, c'est approprier le travail de quelqu'un d'autre. Dans ce reportage, je vous ai indiqué mes sources et je l'ai répété à maintes reprises. J'ai le droit de diffuser des informations à condition de citer mes sources. Kim l'a fait et je suis bien placé pour le savoir. Ayant recensé plus de 250 de ces rapports, c'est ce que je fais c'est ce que je fais systématiquement. Je cite toujours Kim comme source originale. Kim, merci d'être venu au journal télévisé. Aujourd'hui, nous espérons vous revoir bientôt. Et tabarouette, je peux clencher ça une minute. Tom, nous savons qu'ils nous écoutent attentivement car nous fournissons des informations véridiques et que, de leur côté, l'information était très cloisonnée. Je sais que d'autres sites prétendent la même chose et c'est peut-être vrai dans certains cas. Mais je le vis au quotidien et j'entends à la suite avec impatience. Alors, à ceux qui affirment que nos informations sont fausses ou inventées, il est impossible que nous possédions des informations exclusives et qu'ils nous plagient. Quant aux sceptiques qui disent que Kim n'est pas celle qu'elle prétend être, je connais la vérité absolue, car je la vis au quotidien. Les informations que nous fournissons sont inégalées et proviennent de sources directes. Nous nous efforçons de tenir parole, car nous serons les leaders du monde nouveau à venir, et nous devons nous imposer des exigences encore plus élevées que quiconque en raison des enjeux financiers, et du fait qu'à un moment donné, nous devrons céder le pouvoir à la planète, car nous n'en voulons pas. Je n'en veux pas. Kim n'en veut pas. Nous voulons en confier la gestion à tous les habitants de la planète afin que nous puissions vivre dans l'abondance et créer un monde qui appartienne aux humains et à chaque âme vivante sur cette planète et au-delà. Que ça soit clair, c'est écrit là. Sur ce, je souhaite une très belle journée. J'ai réussi à te lancer ça en 2 vidéos. Puis s'il faut la regarder 2, 3 fois pour comprendre, le lire en texte, go all in. Sur ce, belle soirée à tous.